Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de nos travaux sur l'évaluation d'impact de la LPJ. D'abord, je commencerai peut-être en vous expliquant un peu, souvent on dit ELPJ, là, c'est l'évaluation d'impact de la loi sur la protection de la jeunesse. Je vous explique un peu ce que c'est puis le contexte de cette étude-là. Plusieurs d'entre vous savez peut-être déjà qu'en 2007, il y a eu d'importantes modifications à la loi sur la protection de la jeunesse, la LPJ. La plupart de ces modifications-là visaient, en fait, l'objectif premier, c'était d'améliorer la stabilité des enfants, de réduire là, ce qu'on appelait les ballottements d'enfants d'un milieu substitut à un autre. Donc, ce qui est spécial aussi avec cette réforme-là de 2007, c'est qu'il y a eu un article qui a été ajouté dans la loi, qui est l'article 156.2, qui oblige le ministère de la Santé et des Services sociaux à faire évaluer l'impact de la loi puis l'amélioration ou pas là, de la stabilité des enfants dans le temps. Donc, c'est en vertu de cet article-là qui a été ajouté dans la LPJ que avec notre équipe, là, on a été mandaté périodiquement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour faire le portrait de la stabilité des conditions de vie des enfants qui sont desservis dans les DPJ. Il y a eu 3 cycles de l'ELPJ qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. Les rapports ont été déposés en 2011, 2015 et 2020. Chaque fois, les rapports sont envoyés au ministère, mais déposés à l'Assemblée nationale pour le législateur. Donc, à chaque fois qu'on fait l'évaluation d'impact de la LPJ, on poursuit grosso modo 2 objectifs. En fait, on a un volet quantitatif, un volet qualitatif. Et les objectifs du volet quantitatif, c'est de décrire les trajectoires de placement et les facteurs qui sont associés à ces trajectoires. Puis les objectifs du volet qualitatif, c'est de décrire l'expérience de placement du point de vue des acteurs impliqués. Alors, ça varie d'un cycle à l'autre, mais on va aller documenter les points de vue, soit des enfants placés, leurs familles, les milieux d'accueil, les intervenants en protection de la jeunesse. Donc, et moi, ce que je viens vous présenter aujourd'hui, bien, en fait, j'étais responsable d'un cycle à l'autre de l'évaluation d'impact, j'étais responsable du volet quantitatif. Et c'est donc ça que je viens vous présenter aujourd'hui, puis je viens vous présenter les résultats du plus récent cycle dont le rapport a été déposé à l'Assemblée nationale en 2020. Donc, c'est moi qui est devant vous aujourd'hui, mais c'est un gros chantier de recherche qui implique vraiment plusieurs chercheurs, plusieurs professionnels de recherche. La chercheure qui était responsable du volet qualitatif n'est pas ici aujourd'hui. Elle s'appelle Sylvie Drapeau, c'est elle qui a piloté l'autre volet. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'équipe qui a été impliquée dans le volet quantitatif que j'ai dirigé. Donc, j'ai fait ça avec mes collègues chercheurs Marie-André Poirier et Tonino Esposito. On est très chanceux à l'UJD. On a des professionnels de recherche hautement qualifiés dans le traitement des données. Jean-François Cardin, Marie-Noël Royer, sans qui ces études-là, qui sont faites presque exclusivement à partir des données administratives dans les services de protection, bien, ces études-là, puis les travaux, les indicateurs qu'on mesure dans ces études-là ne seraient juste pas possibles. Donc, merci beaucoup à toute cette belle équipe. C'est un projet, chaque fois, qui est financé entièrement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, toujours en vertu là, de l'article 156 de la LPJ. Quelques notions de base, en fait, le jargon des trajectoires en protection de la jeunesse que j'aimerais prendre quelques instants là, pour vous en parler un peu parce qu'il va être question de ces dimensions-là tout au long de ma présentation. Donc, le placement en protection de la jeunesse, c'est quoi? Le placement, c'est une mesure de protection qu'on peut appliquer parmi plusieurs autres. C'est une mesure qu'on applique, on dit de dernier recours, si on veut, là, c'est-à-dire que quand on doit intervenir pour protéger un enfant et que le maintien dans sa famille pendant l'intervention compromet sa sécurité ou son développement, on doit le retirer puis le placer en milieu substitut le temps que la situation se résorbe. Lorsqu'un enfant est placé, on a différents types de milieux substituts qu'on peut utiliser. Donc, je vous les nomme pour que vous sachiez un peu de quoi on parle dans la présentation. Donc, famille d'accueil de proximité, ce qu'on appelle souvent les FAP,
Ce sont des membres de la famille élargie ou de l'entourage de l'enfant qui acceptent d'accueillir l'enfant à la demande des services de protection. Les familles d'accueil régulières, donc celles que vous connaissez, les foyers de groupe et les centres de réadaptation. Quand on place un enfant, on va se préoccuper grandement de la stabilité du placement. Pourquoi on se préoccupe de la stabilité? Parce que d'abord, chaque déplacement, chaque fois qu'un enfant est déplacé d'un milieu substitut à un autre milieu substitut, ça occasionne des brisures relationnelles, du stress d'adaptation. L'enfant perd son lien avec les parents d'accueil qu'il y avait au début, doit former des nouveaux liens avec les nouveaux parents d'accueil. Ça peut impliquer un changement d'école, un changement de quartier de résidence, changement d'amis. Donc, on essaye de réduire au minimum l'instabilité d'un placement. Il y a plusieurs études qui ont démontré là, depuis plusieurs dizaines d'années qu'il y a des effets néfastes à l'instabilité des placements. Ça peut avoir des effets sur la capacité d'attachement, d'adaptation de l'enfant et des effets vraiment à plus long terme aussi sur son ajustement socio-émotif. Donc, on va se préoccuper grandement de la stabilité des placements. On va se préoccuper aussi de la durée du placement parce que la notion de temps diffère pour les enfants comparativement à ce qu'elle est pour un adulte. Fait que, par exemple, pour un enfant de 2 ans, un placement de 6 mois, ça représente le quart de sa vie. Donc, c'est pour ça que tout l'esprit de la LPJ dit, ben, si on doit retirer un enfant de sa famille, le placer en milieu substitut, on doit agir de façon diligente et on doit le réintroduire dans sa famille si c'est possible et dès que c'est possible. C'est tellement important comme notion que lors des modifications à la loi de 2007, lors de la réforme, on a introduit des durées maximales selon l'âge de l'enfant. Autrement dit, on a dit, lorsqu'un enfant est placé, on doit actualiser un projet de vie permanent à l'intérieur d'une certaine période. Et cette période-là varie en fonction de l'âge de l'enfant au moment du placement. Donc, plus l'enfant est jeune au moment du placement, plus la durée maximale de placement, elle est courte. Donc, pour les enfants qui sont placés en très bas âge, 0 à 1 an, la durée maximale de placement qui est prévue à la LPJ, c'est 12 mois. Pour les enfants placés à 2-5 ans, c'est 18 mois. Puis pour les enfants placés plus tardivement, là, à 6-17 ans, c'est 24 mois. Donc, ce que la loi dit, c'est que à l'intérieur de ces périodes-là, il faut qu'on actualise un projet de vie permanent pour les enfants. Sauf que ce que la loi ne dit pas, c'est quoi un projet de vie permanent? Les DPJ, il y a quelques années, se sont dotés d'un cadre de référence sur les projets de vie permanents. Ce cadre de référence-là vient préciser un peu ce que sont les projets de vie qui tendent vers la permanence. Alors, le projet de vie qu'on va toujours privilégier puis qu'on va d'abord évaluer en premier lieu la faisabilité, c'est la réunification. Donc, retourner l'enfant auprès de sa famille. Les projets de vie alternatifs sont l'adoption, la tutelle, le placement à majorité ou la préparation à l'autonomie. Donc, ça fait le tour là, des notions de base que je vais aborder durant toute ma présentation. En fait, c'est ça sur quoi nos résultats vont porter. Je vous les présente en 3 sections, les résultats. Premièrement, je vais vous parler du recours au placement et de la stabilité des placements. Ensuite, je vais vous parler de la permanence. Une fois qu'on a placé un enfant, peut-être qu'on est capable d'assurer sa stabilité, mais est-ce qu'on lui assure un projet de vie permanent dans un temps opportun? C'est ce qu'on va aller vérifier. Et puis, ma 3e section de résultats, c'est sur les bris de réunification. Ça, c'est lorsqu'un enfant est réunifié avec sa famille après un placement, mais lorsque la réunification ne se maintient pas dans le temps et que l'enfant doit être replacé à nouveau. Donc, c'est un objectif là, plus pointu du dernier cycle de l'évaluation de la LPJ. Et c'était à la demande des gens du ministère qu'on fasse un focus sur cette question-là parce qu'il y avait beaucoup de préoccupations dans le milieu sur les bris de réunification. Alors, on a fait un petit peu de lumière là-dessus. Je vais vous en parler tantôt. Alors, pour ce qui est de placement et stabilité, la façon dont on a procédé pour
faire ces analyses-là sur le placement et la stabilité. D'abord, j'en ai parlé un petit peu tantôt, on a fonctionné exclusivement avec les données administratives. Ce sont les données de service qui sont rentrées dans les dossiers informatiques là, des enfants dans toutes les DPJ du Québec. Alors, on a constitué des cohortes d'enfants. Ce sont des cohortes longitudinales, donc c'est des enfants qui sont rentrés dans les services. On les a suivis pendant un certain temps pour observer leur trajectoire de placement, mesurer justement la stabilité, la permanence, ces choses-là. Ce sont des cohortes provinciales, donc ça couvre toutes les DPJ du Québec, sauf celles des régions 17 et 18. Ces régions-là, à l'époque où on a fait l'étude, n'utilisaient pas le même système là, de données administratives que les autres régions. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu les inclure. Donc, pour nous aider à comprendre, je nous ai fait un petit schéma qui représente un peu les cohortes à l'étude. La flèche bleue, ça représente le temps qui s'écoule d'année en année, donc de 2003 jusqu'à 2018. On a constitué 3 cohortes d'enfants. La cohorte qu'on appelle la cohorte pré, ce sont des enfants qui sont rentrés dans les services de protection en 2003-2004 et on les a observés jusqu'en 2007, c'est-à-dire jusqu'au moment où les modifications de la LPJ sont entrées en vigueur. Ensuite de ça, on a créé une deuxième cohorte, la cohorte poste 1, qui, elle, est constituée des enfants qui sont rentrés dans les services tout de suite après l'implantation des modifications à la LPJ, donc en septembre 2007, là, puis on les a suivis jusqu'en septembre 2011. Puis une dernière cohorte, la cohorte poste 3, qui est un petit peu plus récente, qui représente des enfants qui sont rentrés dans les services en 2013-2014. On les a suivis jusqu'en 2017. Donc, ce qui est pratique avec ces 3 cohortes-là, c'est qu'elles sont toutes observées sur des périodes de temps équivalentes. Donc, les enfants, on observe leur trajectoire pendant 4 ans dans chacune des cohortes, ce qui permet des comparaisons, ce qui nous permet de voir un peu d'une cohorte à l'autre comment ça se présente, puis de comparer les situations dans le temps. Grosso modo, dans chacune des cohortes, on a à peu près 10 000 enfants qui sont rentrés là, dans les cohortes puis qu'on a suivis dans le temps. Donc, dans la présentation des résultats sur stabilité et placement, ce sont ces 3 cohortes-là qu'on a utilisées. Fait que vous allez souvent voir les cohortes 2003, 2008, 2013, 2014 là, dans les graphiques. Alors, vous les voyez ici. C'est nos 3 cohortes dans le temps et ce premier graphique-là représente le recours au placement. Donc, le pourcentage d'enfants pris en charge qui vont être placés au moins une fois quelque part durant les 4 années d'observation. Donc, en 2008, c'était 64 des enfants pris en charge qui étaient placés au moins une fois dans les 4 années suivant leur entrée. Ce pourcentage-là a baissé à 59 dans la cohorte poste 1, donc en 2008, puis a continué de diminuer à 49 en 2014. Donc, le recours au placement, c'est quelque chose qu'on se doutait déjà là, qui était en baisse. Ces données-là viennent le confirmer. Ce qui est intéressant, c'est que pour la cohorte poste 1, la cohorte de 2008, lorsqu'on prolonge la durée d'observation plus longtemps, jusqu'à 9 ans, on se rend compte que le pourcentage il passe de 59 à 63 d'enfants placés. Donc, évidemment, plus on observe longtemps, plus il y a de chances que les enfants, à un moment donné ou l'autre, dans le temps, soient placés. Donc, le chiffre est un petit peu plus élevé. Tantôt, je vous présentais cette flèche-là. Donc, la diminution du recours au placement, c'est de 24 entre 2003 et 2014. Donc, voilà. Ensuite, ce que je vous présente, c'est le type de milieu de vie dans lequel les enfants ont été placés durant les 4 années d'observation. Alors, évidemment, quand on a des cohortes longitudinales comme ça, il y a des enfants qui vont être placés juste dans un type de milieu substitut, puis il y a des enfants qui vont combiner plusieurs types de milieux substituts durant les 4 années. Donc, ce que vous voyez dans les tons de bleu, là, c'est les enfants qui vont visiter un ou plusieurs milieux de type familial, donc soit des FAP ou des familles d'accueil régulières. Puis les tons de jaune et orangé, ben, c'est des enfants qui vont vivre plus dans des milieux institutionnels ou une mixture de milieux, là, une combinaison de différents types de milieux de vie. Alors, ce qu'on voit, c'est que
Oui, le placement a diminué, mais quand on décide de placer un enfant, on a plus souvent qu'avant recours au milieu de type familial et plus précisément aussi au niveau des FAP. Là. Fait que, en 2003, par exemple, dans la première cohorte, avant les modifications à la LPJ, c'était 11% des enfants qui étaient placés en FAP, comparativement à 24% en 2014. Donc ça s'enligne jusqu'à présent, là, la diminution du placement, le fait qu'on place davantage en milieu de proximité, ce sont des orientations qui s'inscrivent tout à fait à l'intérieur des objectifs qui étaient poursuivis avec les modifications de la LPJ. Donc, maintenant, au niveau de l'instabilité, on observe aussi qu'il y a une diminution, elle est modeste. On a utilisé plusieurs indices d'instabilité. Celui que je vous rapporte ici, c'est le nombre de milieux qui ont été visités par l'enfant durant les 4 années d'observation. Donc, on voit que avant les modifications à LPJ, les enfants visitaient en moyenne 2,4 milieux substituts différents durant les 4 années. C'est baissé à 2,3 tout de suite après les modifications, puis ça a continué de baisser jusqu'à 2 milieux en moyenne dans la dernière cohorte. Ce qu'on voit aussi qui est encourageant, c'est que la portion en rouge de nos bâtonnets, qui représente les enfants qui ont vécu dans 4 milieux différents ou plus durant les 4 années, cette partie-là, elle a diminué dans le temps. Donc, c'était 21% d'enfants qui vivaient beaucoup d'instabilité avant les modifications à LPJ. Puis, dans la plus récente cohorte, on était rendu à 13% des enfants. Donc, et dans la dernière cohorte, c'est presque la moitié des enfants qui sont dans le bleu, c'est-à-dire qui ont été placés, qui ne vivent que dans un seul milieu substitut durant toute l'observation, donc qui n'ont vécu, dans le fond, aucun déplacement. Donc, ce qu'on peut retenir de cette première portion de résultats sur le placement et la stabilité, c'est que le recours au placement, il a diminué. Donc, on place moins qu'avant, puis on a de plus en plus recours au milieu de proximité lorsqu'on place, et que l'instabilité n'est pas généralisée à l'ensemble des enfants placés et qu'elle a diminué entre 2003 et 2017. Maintenant, donc ça, c'est un résultat qui peut être, somme toute, encourageant. Maintenant, allons voir ce qu'il en est de la permanence. Donc, pour étudier la permanence, je reviens à mes cohortes de tantôt. On a utilisé une seule des cohortes parce que pour la cohorte pré, ce sont des données qui datent un peu plus. Et malheureusement, on n'était pas en mesure là, de calculer nos indices de permanence de façon assez fiable pour la cohorte pré. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre la cohorte post puis de l'allonger. Alors, on a pris les mêmes 9000 enfants qui étaient dans notre cohorte post 1. On a prolongé leur observation jusqu'en 2017 pour être capable de décrire la permanence sur une période de 9 ans pour ces enfants-là. Alors, voici ce que ça donne. D'abord, donc pour les enfants qui sont rentrés dans les services en 2008, qui ont été placés, la durée cumulée en placement, en moyenne, sur les 9 ans, elle est de, là, mon image cache mon chiffre, elle est de 1 an et demi, c'est-à-dire 544 jours. Elle varie beaucoup en fonction du motif de protection puis en fonction de l'âge de l'enfant au moment du placement. Donc, cette durée-là, cumulée en placement, elle est la plus élevée pour les enfants qui ont été suivis pour un motif d'abandon, c'est-à-dire 2,6 ans, 2 ans et demi presque. Et ceux qui sont entrés dans les services à l'âge de 2 à 5 ans, eux autres aussi sont placés et cumulent là, en moyenne presque 2 ans et demi de placement avant d'avoir leur permanence, on peut dire. Les durées cumulées en placement varient aussi beaucoup en fonction du type de permanence. Et là, ce que je vous ai mis, c'est le pourcentage de dépassement, donc le pourcentage d'enfants qui dépassent la durée maximale en fonction de l'âge qu'ils avaient au moment du placement. Donc, parmi les enfants réunifiés, c'est 21% des enfants réunifiés qui, au moment où ils sont réunifiés, ont dépassé la durée maximale de placement en fonction de leur âge.
Chez les enfants adoptés, c'est 96 qui ont dépassé la durée. Chez les enfants placés à majorité, 55. Autonomie, c'est la même chose. Et la tutelle. Donc, on voit que la réunification, c'est le type de projet de vie là, qui va s'actualiser, qui dépasse le moins finalement les durées maximales prévues. Donc, c'est le projet qui s'actualise le plus rapidement. L'adoption, c'est très lent. Je vous en parlerai tout à l'heure quand on va regarder plus précisément chacun des types de projets de vie, de permanence. Bien, on y arrive en fait. Donc, j'ai choisi de vous présenter les types de permanence actualisées puis les durées cumulées en placement sont tellement différentes en fonction de l'âge des enfants que de les regarder sans distinction d'âge, ça ne dit pas grand-chose. Donc, j'ai choisi de vous les présenter par groupe d'âge. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le bâtonnet pour les enfants qui sont placés à l'âge de 0 à 1 an. Donc, les tout petits qui sont placés en milieu substitut. On voit que la moitié de ces enfants-là, c'est-à-dire 51 vont aboutir 9 ans plus tard adoptés. Le vert, c'est l'adoption. Il y a un 20 de ces enfants-là, des enfants placés en très bas âge, qui vont aboutir 9 ans plus tard en réunification. Un 8 en tutelle et en gris-bleu, c'est 15 c'est le placement majorité. Donc, il y a quand même un 15 d'enfants placés en très bas âge comme ça qui vont être placés jusqu'à leurs 18 ans. Et le 6 c'est aucune permanence. En fait, il y a toujours quelques enfants dans chaque groupe d'âge, vous allez le voir, pour lesquels on n'a pas pu identifier aucune forme de permanence durant les 9 années suivant leur entrée. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenté de réunification, on n'a pas eu d'ordonnance de placement à majorité, on n'a pas tenté de tutelle ou d'adoption. Ce sont des enfants qui ont été placés à répétition pendant 9 ans. Alors, si on regarde dans ce groupe-là des enfants placés en très bas âge, parmi ceux qui ont été réunifiés, bien, il y en a 36 qui, au moment de la réunification, dépassaient déjà la durée maximale prévue à la loi pour ce groupe d'âge-là. Parmi les cas adoptés, c'est 98 qui dépassaient la durée maximale de placement prévue. Un petit mot par rapport à ça, 98 c'est vraiment beaucoup. Ça ne nous a pas surpris tant que ça dans la mesure où on sait que les procédures qui mènent à l'adoption comprennent plusieurs étapes légales, dont la déclaration d'admissibilité à l'adoption, qui sont des étapes qui sont assez longues. Ceci étant dit, il y a une portion des enfants qui sont placés puis orientés dans un projet d'adoption, qui sont placés dans une famille qu'on appelle une famille d'accueil banque mixte, qui est une famille d'accueil à vocation adoptive, c'est-à-dire c'est des parents qui sont prêts à adopter l'enfant lorsqu'il va devenir admissible à l'adoption. Donc, même si le placement en protection prend fin dans 98 des cas au-delà de la durée maximale de placement qui était prévue, ce sont des enfants qui, au moment où le placement prend fin, bien, ils ne vont pas changer de milieu, ils vont juste rester dans leur famille d'accueil qui va devenir leurs parents adoptifs finalement. Donc, petite précision ici. Puis, pour ce qui est des placements à majorité, ben, c'est 87 pour qui l'ordonnance de placement à majorité, lorsqu'elle survient, ben, la durée maximale de placement est déjà dépassée. Et c'est 13 des placements à majorité qui vont entraîner un déplacement ultérieur. Ça veut dire que lorsque le tribunal ordonne un placement à majorité, habituellement, ça se fait dans un milieu précis. Donc, l'enfant est placé à majorité dans une famille d'accueil X, mais ce n'est pas une garantie de stabilité. Dans ce cas-ci, il y en a 13 qui, pour une raison ou une autre, dans les 9 années suivantes, ont dû être changés de milieu d'accueil, changés de milieu de vie. Dans notre deuxième groupe d'âge, on voit que le portrait est déjà très différent. La plupart des enfants dans ce groupe-là, les 2 à 5 ans, aboutissent finalement 9 ans plus tard dans un placement à majorité. 43 La réunification touche 35 de ces enfants-là.
la partie en mauve. L'adoption est beaucoup moins fréquente. Déjà, on passe à 11% des enfants qui sont placés à l'âge de 2 à 5 ans qui vont aboutir en adoption et un 5% là, qui n'ont pas de tentative de permanence. Là, la tutelle touche 6% de ces enfants-là. Au niveau des dépassements des durées maximales, c'est un peu moins prononcé que pour les tout-petits. Donc, la durée elle est dépassée pour 18% des cas réunifiés, pour 89% des cas adoptés et pour 74% des cas placés à majorité. L'ordonnance arrive à un moment où la durée est dépassée. Ce sont 17% des enfants placés à majorité qui vont être déplacés ultérieurement. Ensuite, si on regarde nos 6-11 ans, c'est notre groupe d'âge le plus volumineux qu'on a dans la clientèle en protection. La moitié de ces enfants-là sont orientés vers une réunification 9 ans après leur entrée dans les services. 38% sont placés à majorité. Encore un type de permanence qui est très fréquent dans ce groupe-là. Là, on voit apparaître la préparation à l'autonomie, donc la petite barre orange que vous voyez qui est très mince, qui représente 1% des cas de placement de préparation à l'autonomie, 4% tutelle. Et encore une fois, pour les dépassements, on a 34% des cas réunifiés et 65% des cas placés à majorité, avec 28% de déplacement dans les cas placés à majorité. Chez les ados, la réunification est encore plus importante. 67% des enfants placés à l'adolescence vont être réunifiés, 17% vont être placés à majorité, 11% vont s'insérer dans un projet de préparation à l'autonomie. Donc, avec des dépassements de 18% pour la réunification et de 32% pour le placement à majorité. C'est quand même 35% des enfants, des adolescents placés à majorité qui vont être déplacés ultérieurement. Alors, en gros, ce qu'on peut retenir de il y a beaucoup d'informations dans ce graphique-là. Ce qu'on peut retenir, c'est que la réunification, elle est fréquente et elle augmente clairement à mesure qu'elle augmente avec l'âge de l'enfant au moment du placement directement. Le placement à majorité, il est très fréquent. L'adoption, elle n'est présente, c'est une option qui est envisagée seulement pour les enfants qui sont placés en très bas âge, alors que la préparation à l'autonomie, on l'envisage évidemment pour les enfants, seulement les enfants plus vieux. Donc, le placement à majorité, il est fréquent, alors que l'adoption, la tutelle, la préparation à l'autonomie sont peu utilisés ou ils sont concentrés dans certains groupes d'âge. Donc, le placement à majorité, il n'est pas stable non plus. On a vu qu'entre 13 et 35% selon l'âge sont ultérieurement déplacés de milieu substitut après l'ordonnance de placement à majorité. Ces résultats-là, ils sont préoccupants parce que, oui, le placement à majorité, c'est identifié comme un projet de vie permanent, mais ce n'est pas le premier choix qu'on va viser pour un enfant. Premièrement, on l'a vu, ce n'est pas si stable que ça. Deuxièmement aussi, c'est que ça impose un suivi régulier. Ça fait en sorte que l'enfant, la situation de l'enfant est toujours suivie en protection de la jeunesse, nécessite donc des suivis fréquents et certaines activités, là. Donc, ce n'est pas un milieu qu'on considère comme normalisant. Ce n'est pas le premier choix non plus qu'on vise comme milieu de vie permanent pour les enfants. La réunification, elle est fréquente, mais la question qu'on se pose, c'est elle est fréquente et elle s'actualise relativement rapidement. On l'a vu, on l'a déjà vu, mais est-ce qu'elle se maintient dans le temps? Alors ça, c'est un peu la question qu'on s'est posée dans la dernière partie des résultats que je vous présente. Donc, les bris de réunification qui correspondent dans le fond aux situations là, quand un enfant est placé, réunifié avec sa famille, mais que la réunification ne se maintient pas et qu'il doit être replacé. Alors, pour étudier les bris de réunification, on a utilisé la cohorte poste 1 allongée, mais on a pris seulement les enfants qui avaient été réunifiés dans cette cohorte-là. Puis on l'a observé également jusqu'en 2017.
Donc, le bris de réunification sur les 9 années suivant l'entrée dans les services, il est de 61 %. Alors, c'est relativement élevé. Le risque de bris, il est le plus élevé il varie beaucoup en fonction de l'âge, en fait. Donc, les enfants qui sont tout petits là, au moment de la réunification, ceux qui sont âgés de moins d'1 an, le risque de réunification, le risque de bris est de 64 %, puis chez les 12 à 14 ans, il est de 65 %. Le risque de bris varie aussi beaucoup. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. En fait, je voulais vous parler encore du bris de réunification puis de sa fréquence, dans le fond. C'est que non seulement c'est fréquent, 61 % des enfants réunifiés, mais ça arrive relativement rapidement après la réunification. Alors, quand il doit y avoir un replacement, dans la moitié des cas, le replacement survient à l'intérieur de la première année post-réunification. Et dans 77 % les bris surviennent alors que les services de protection sont toujours actifs auprès de la famille. Ça veut dire qu'on on a tenté une réunification, mais on a décidé, les services de protection ne se sont pas retirés de la situation. On tente de retourner l'enfant dans sa famille et puis on reste pour accompagner la famille, soutenir la réunification, mais il reste que dans 61 % des cas, la réunification ne se maintient pas. Qu'est-ce qui fait que les réunifications ne se maintiennent pas? Donc, c'est quels sont les facteurs qui augmentent le risque de bris? Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est les facteurs qu'on a trouvés qui étaient associés ou qui prédisent, dans le fond, les caractéristiques de l'enfant puis de la trajectoire qui vont prédire que la réunification ne va pas se maintenir. Donc, l'âge de l'enfant, les enfants qui sont placés, les enfants qui sont réunifiés très jeunes, donc à 0 à 1 an, ou les enfants qui sont réunifiés à l'adolescence, sont ceux qui ont le plus grand risque de bris de réunification. Alors, comparativement à ceux qui sont réunifiés à l'âge de 2 à 11 ans. Ceux qui ont un placement court sont à plus haut risque de bris de réunification. Donc, plus on retourne l'enfant rapidement dans sa famille, plus le risque de bris de réunification est élevé, ce qui soulève toutes sortes de questions par rapport aux durées maximales de placement. Je vais en reparler tantôt. Le motif de suivi, donc les enfants qui sont suivis en négligence, en abandon ou en trouble de comportement ont un risque de bris de réunification plus élevé que ceux qui sont placés pour des motifs de abus sexuels, abus physiques ou mauvais traitement psychologique. Avoir une tentative de réunification antérieure qui n'a pas fonctionné, c'est un risque que la prochaine réunification ne se maintienne pas. Et à cet effet-là, de façon plus précise, là, ce qu'on a trouvé, c'est que le risque de bris augmente de 78 % avec chaque bris antérieur. Donc, ça aussi, je vais revenir sur ce résultat-là tout à l'heure. Avoir subi des déplacements pendant le placement qui a précédé la réunification, c'est associé à un plus haut risque de bris de réunification. Et avoir été placé en milieu institutionnel comparativement, par exemple, à avoir été placé en FAP. Donc, les enfants qui sont placés en milieu institutionnel, c'est-à-dire foyer de groupe, centre de réadaptation, sont plus à risque de bris de réunification que les autres. Fait intéressant, dans notre étude, on a pu calculer le nombre de services qui ont été offerts à la famille durant l'intervention. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait la plupart des enfants des familles reçoivent beaucoup de services, mais que les services n'ont pas d'effet sur le risque de bris. C'est-à-dire que pour 2 familles qui ont des besoins équivalents, celle qui reçoit plus de services ne s'en sort pas mieux là, sur le plan du bris de réunification que celle qui en reçoit moins. Alors, ça aussi, ça a soulevé toutes sortes de questions. Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut émettre, mais on ne peut pas les vérifier parce qu'on n'a pas les données assez précises pour ça, mais il y a quelque chose qui se passe avec les services qu'on offre qui, bien qu'ils sont en grand nombre, n'arrivent pas là, à réduire le risque de bris de réunification. Alors, soit que les services ne sont pas assez intensifs, soit qu'ils ne sont pas assez coordonnés, ne sont pas assez ciblés sur les besoins de la réunification ou ils ne sont pas accessibles en temps opportun. Mais il y a clairement quelque chose qui se passe à ce niveau-là qu'il faudrait aller étudier davantage. Donc, ces résultats-là nous amènent quelques pistes de réflexion sur les facteurs qui sont en cause là, dans
dans les bris de réunification. Alors, si je reviens à l'ensemble des résultats qu'on a présentés, on a vu que les services de protection se prolongent souvent après une réunification, c'est-à-dire qu'on réunifie l'enfant, puis on reste alentour pour soutenir la réunification. Les bris surviennent rapidement après la réunification. Le risque de bris augmente avec la présence d'abandon, puis les placements en cours aussi augmentent le risque de bris. Tout ça nous amène à se demander si, dans le fond, parfois la réunification ne serait pas utilisée comme un passage obligé vers la clarification du projet de vie. Alors, on tente une réunification parce que le temps file, parce qu'on veut pas que l'enfant soit séparé trop longtemps de ses parents. On n'est pas certain que tout le monde est prêt pour la réunification, mais on en tente une pareille. Alors que dans certains cas, elle ne se maintient pas. C'est préoccupant parce que on l'a vu dans nos résultats, puis dans d'autres études aussi, un peu partout dans le monde, c'est ce qu'on observe, c'est que le risque de bris augmente à mesure que l'enfant cumule les bris de réunification. Alors, il y a un prix à payer à tenter une réunification qui ne fonctionnera pas par la suite. Et les durées maximales de placement imposées par la LPJ, est-ce qu'elles mènent à des réunifications trop hâtives? C'est une question qu'on peut se poser. Par contre, avant de changer quoi que ce soit par rapport aux durées maximales de placement qui sont prévues dans la LPJ, il faudrait d'abord documenter les motifs de dépassement. Et ça, malgré que c'est quelque chose qui est prévu par la loi c'est obligatoire de documenter lorsque la durée est dépassée, il faut donner un motif. Ces données-là, en tout cas dans les données administratives qu'on a utilisées, ne sont pas utilisables. Il y a des données manquantes, les catégories de motifs ne sont pas claires, donc on n'était pas en mesure de bien comprendre là, les raisons pour lesquelles les durées sont dépassées. Par exemple, si on a dépassé la durée de placement parce que les parents n'ont pas eu accès assez rapidement à un programme de désintoxication, par exemple, ça va être bien différent que si on a dépassé les durées parce que les parents étaient tout simplement pas en mesure, pas capables, malgré les services rendus, de faire les corrections pour retrouver leur enfant dans leur famille. Donc, voilà. Ce qu'on a trouvé aussi, c'est que les situations chroniques là, de négligence et de troubles de comportement, ce sont les motifs qui sont les plus à risque de bris, mais ça se trouve aussi que ce sont les motifs qui ont le plus tendance à se répéter au moment du replacement. Donc, la première fois, l'enfant est placé pour négligence, on réunifie, puis quand ça revient dans les services, ça revient encore pour un motif de négligence. Cette répétition-là, on ne la retrouve pas autant pour les cas d'abus physiques, d'abus sexuels, mauvais traitement psychologique. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ces situations-là, plus chroniques, font sans doute peut-être appel à une intervention très intensive, soutenue, qui mobilise non seulement l'enfant, sa famille, mais son contexte de vie plus large aussi. Et que peut-être que nos services n'arrivent pas à aborder toute cette étendue-là de besoins. Donc, j'arrive à mes conclusions. En fait, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit tantôt, mais chaque fois qu'on conduit l'évaluation de la LPJ, on formule des recommandations pour le ministère, pour l'Assemblée nationale. Et donc, je vous énonce ici des recommandations là, qui découlent plus précisément du volet quantitatif de l'étude. Donc, les enfants sont réunifiés à l'intérieur des durées maximales, oui, mais les réunifications ne se maintiennent pas toujours. Par conséquent, les projets de vie alternatifs sont actualisés bien au-delà des durées maximales prévues à la LPJ. Alors, ce qu'on a recommandé, c'était de mieux outiller, former, dégager les intervenants, d'une part pour qu'ils soient capables d'évaluer, pour améliorer l'évaluation de la capacité parentale, des besoins de l'enfant, des ressources du milieu, puis d'améliorer aussi le processus de clarification du projet de vie pour que rapidement, qu'on puisse avoir, qu'on puisse tenter une réunification sur la base de critères là, qui vont permettre à la réunification de se maintenir. Éviter les réunifications non maintenues parce qu'elles augmentent le risque que les prochaines tentatives échouent.
continuer de réunifier quand c'est dans l'intérêt de l'enfant, mais déployer tous les efforts pour soutenir la famille avant, pendant et après la réunification. Et finalement, développer une offre de services qui sont ciblés sur les enjeux de la réunification. Ce qu'on a constaté aussi pendant l'étude, c'est que des programmes structurés là, de réunification familiale ne sont pas, il y en existe un peu partout dans le monde, mais ils ne sont pas utilisés de façon systématique au Québec. Donc, il y aurait des améliorations à faire de ce côté-là, puis d'avoir une offre de service qui est intensive, ciblée, puis qui adresse toute la grande chronicité là, des situations des enfants qui sont placés sur de longues périodes. Donc, voilà, c'est une étude, c'était un gros chantier de recherche à chaque fois lorsqu'on fait l'évaluation de la LPJ. C'est des résultats qui ont une grande portée. Ce sont des cohortes provinciales, longitudinales, avec des durées d'observation assez longues pour représenter les trajectoires d'enfants sur le long terme. Ce qu'on n'a pas souvent, ce type de données-là, pour vraiment apprécier l'expérience vécue par les enfants dans les services. On couvre presque tous les enfants du Québec, donc ça fait des résultats très robustes. On n'a pas d'échantillonnage, donc pas d'erreurs aléatoires, pas de biais d'échantillonnage. Donc, les différences qu'on voit dans le temps, ce sont des différences réelles. Nos indicateurs de stabilité, de permanence, vu qu'on les calcule avec les données administratives, puis que ces données administratives-là sont récurrentes dans le temps, nos indices de nos mesures sont reproductibles à chacun des cycles, ce qui fait qu'on est capable de faire un suivi périodique des trajectoires. Par contre, ah oui, puis avant je dois dire aussi, c'est la seule source d'information périodique récurrente qu'on a au Québec pour décrire les enfants et pour décrire les trajectoires des enfants dans les services de protection. L'inconvénient avec ces données-là, c'est que les données cliniques qui viennent parler un peu plus des besoins et des profils cliniques des enfants et de leurs parents sont manquantes là, dans nos portraits. Et puis, c'est nécessaire pour être capable d'interpréter de façon complète et juste ces trajectoires-là, mais c'est nécessaire de compléter la cueillette avec des données plus cliniques. Et en ce sens-là, je vous invite, ceux que ça intéresse, à aller consulter dans notre rapport qu'on a déposé en 2020. Il y a tout le volet qualitatif qui vient parler là, vraiment de l'expérience de réunification, certaines réunifications qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné, du point de vue des enfants, du point de vue des parents, du point de vue des intervenants. Donc, c'est très intéressant pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, le rapport final est disponible sur le site web de l'IUJD. Avec le rapport est volumineux, mais il y a des faits saillants qui sont disponibles aussi, qui sont moins volumineux. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant.